Juste brièvement, du coup, la base, donc c'est un bar associatif qui a été créé en mars 2019, en partant du constat qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à s'engager. Et donc, c'est né pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Donc, la base s'est fixé plusieurs objectifs qui sont remplis par les deux espaces, qui sont le rez-de-chaussée avec le bar, qui organise des événements gratuits et accessibles à tous toute la semaine, et qui sont faits pour sensibiliser, former et informer les acteurs de demain. Et aux étages, il y a des espaces de coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage qui sont destinés aux différentes associations et acteurs du mouvement pour le climat et la justice sociale, qui permettent de créer du lien et de la synergie entre eux. Par contre, en ce moment, le bar est fermé, comme vous le savez. Du coup, la base perd 40% de ses revenus. Du coup, nous aussi, on fait un petit appel à l'aide parce que d'habitude, vous pouvez venir prendre une bière pendant l'événement pour nous aider, mais en ce moment, c'est pas possible. Du coup, on a mis en place un petit appel aux dons sur labase.paris/dons. Donc voilà, vous pouvez nous donner par exemple l'équivalent de la boisson que vous auriez pris ce soir ou plus si vous voulez, on en serait très heureux. Voilà, merci à toi pour ton soutien et maintenant je passe la parole à Fanch et Ludovic pour nous parler de Demain en main. Bonsoir tout le monde. Alors le PowerPoint va bientôt démarrer. Je crois que c'est en train de démarrer. Ok, super. Donc, moi, je suis Ludovic, je suis un des cofondateurs de l'éco-village, Demain en main, dont on va vous parler. Et puis, il y a Fanch également. Fanch, tu veux dire un mot? Oui, bien sûr. Attends. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Donc, moi, c'est Fanch Leray, également membre cofondateur du projet Demain en main. Donc là, on va faire une petite présentation d'environ une cinquantaine de minutes. On va vous parler de ce projet, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait et de ce qu'on aimerait voir. Et puis, sur la fin de la présentation, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses auxquelles on pourra répondre. Pour moi, on aura gagné la présentation si vous repartez au moins avec deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas une communauté, le projet, c'est pas une communauté fermée qui cherche l'autosuffisance. Et le deuxième, c'est que vous aurez compris en quoi vous pouvez être utile au projet et comment vous pouvez nous accompagner, vous investir de près ou de loin. Et on va y aller. C'est parti, on va vous expliquer l'historique du projet, le montage juridique, les partenaires, qu'il y a un modèle économique qui soutient tout ça. Qu'est-ce qu'on fait du PFH, du potentiel facteur humain ou du putain de facteur humain. Et puis, on vous présentera comment on finance tout ça. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut bien un début. Donc, pour faire simple, cette initiative qu'on appelle le projet Demain en main pour nous, elle a commencé en fin 2016 ou tout début 2017. Initialement, à l'instar un peu du mouvement de la base des citoyens, c'est des personnes qui ne se connaissaient pas initialement et qui, à un moment donné, se sont dit on veut faire quelque chose. Mais alors, on veut faire quoi? Il a fallu commencer par quelque chose. Là, le petit dessin que vous voyez à gauche, c'est une des premières bouteilles à la mer qu'on a lancées. Et ensuite, le dessin que vous voyez à droite, c'est la deuxième bouteille, un dessin plus élaboré, un peu plus attractif que le premier. Et en fait, avec ce dessin, on a mobilisé des gens qui ne se connaissaient pas. On a fait des tables rondes pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Il y a eu un grand turnover, je dirais des réunions à peu près toutes les 2 semaines, une fois toutes les 2 semaines, avec des fois 3 personnes, des fois 30. Et au final, il y a un petit noyau de personnes qui est resté et qui avait à peu près une vision commune de ce qu'on voulait faire. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Nous, on est parti dans l'idée de faire un éco-village, un écolieu, où à l'époque, en 2017, on parlait plutôt, pour nous, d'oasis. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être le mouvement Oasis des colibris. En fait, une oasis, ça peut être plein de choses, sous plein de formes différentes, mais dans le fond,
on est tous un peu d'accord qu'on veut contribuer à la transition écologique, la transition sociale. Bref, on veut mettre une pierre à l'édifice. Et nous, ce qu'on a finalisé, c'était l'idée d'un éco-village. Donc voilà, on avait à peu près quelque chose de flou en tête. Ensuite, il fallait des gens pour le faire, des gens pour concrétiser cette idée. Et pour concrétiser cette idée, il a fallu prendre des décisions ensemble, il a fallu qu'on réfléchisse ensemble et rencontrer encore plus de partenaires et plus de personnes. Donc là, sur les images que vous voyez, c'est les premières choses qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire, franchement, c'est des bonnes choses. Il faut se faire plaisir, il faut se rencontrer, il faut échanger, il faut boire un café, il faut discuter. Si ça passe pas, ça passe pas. Si ça passe, tant mieux. Et c'est que comme ça qu'on peut savoir, en gros, si on s'entend bien avec les personnes. L'image du milieu, c'est déjà les premières réunions, on commence à cogiter de comment on va fonctionner ensemble. Et là, on se rend compte que ça passe pas, dans le sens où c'est bien d'être une dizaine autour d'une table, mais alors comment on avance, comment on écrit un projet? Là, je vais laisser Ludovic parler, puisqu'il va nous expliquer comment on a fait justement pour prendre des décisions et comment on a créé un registre de gouvernance. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, on est tous d'accord sur les valeurs de la bienveillance, de la solidarité, de l'entraide, respecter la nature, toutes ces grandes valeurs. Globalement, on n'arrive pas là par hasard. Ce qui devient plus difficile déjà, c'est comment est-ce qu'on veut le vivre au quotidien, qui prend le pouvoir dessus ou dessous, c'est-à-dire soit avec la force, soit avec ça peut être des ultimatums ou des choses comme ça. Donc, avant de rentrer dans le détail du projet de qu'est-ce qu'on fait, l'idée a été de bosser pendant 6 mois ce qu'on appelle la gouvernance et qui a donné lieu à un registre de gouvernance dont une large partie est accessible sur notre site web. Et c'est vraiment qui décide quand, comment, à l'unanimité, au consensus, au consentement. Donc ça a été vraiment bossé là-dessus et on peut dire que c'est un peu comme un musicien qui débute la musique. Au début, on fait beaucoup de fausses notes. Petit à petit, on sait lire la partition que d'autres nous ont fournie. On s'est beaucoup appuyé sur les outils de l'UDN, l'Université du Nou. Et puis, petit à petit, on compose un petit peu avec, tiens, là, je mettrais bien une petite élection sans candidat pour ce poste-là, mais pas pour autre chose. Donc, ça a vraiment été un gros travail pour que le jour où on ne soit pas d'accord sur une prise de décision, on est d'accord sur le fait de comment on prend nos décisions. Donc, premier bloc. Deuxième bloc, ça a été comment on rentre, comment on sort. Parce que s'il est trop facile de rentrer dans un noyau qui se constitue, ça déséquilibre trop facilement en fait la direction qui est prise. À l'inverse, il est trop difficile de sortir, surtout une fois qu'il y a de l'argent qui a été mis dans le projet. Le risque, c'est qu'il y ait des personnes qui restent alors qu'elles ne le souhaitent pas. Et alors ça, il n'y a rien de plus délétère dans un groupe. La troisième partie, c'est charte relationnelle et parcours d'intégration. Comment est-ce qu'on rentre dans le projet? C'est pas, tiens, lui, je le connais, il est sympa. Il y a toute une étape avec du parrainage, des questionnaires pour voir si on est plus ou moins d'accord au-delà des valeurs sur comment on veut le vivre au quotidien, s'approprier les outils de gouvernance qui sont déjà mis en place, participer à des réunions, commencer à prendre quelques responsabilités de rédaction, de choses comme ça. Et ce que j'ai pas dit, et qui est là-haut, c'est l'utilisation de la gestuelle de réunion pour les personnes qui sont autour de la transition. C'est un petit peu connu, mais les gestes de « je suis d'accord », ça serait bien qu'on avance, on se répète. Voilà, il y a des gestes de facilitation gestuelle qui nous permettent de ne pas se couper la parole. Et du coup, la petite image du juge, un vote pour moi et 10 votes contre, la proposition est validée. Bien entendu, c'est une petite boutade de Fanche qui est illustrateur et qui nous fait ce genre de dessin. Et là, ce dont on parle ce soir, en fait, c'est pas apprendre au pied de la lettre en se disant ah ouais, c'est ça qu'il faut faire, surtout pas. Enfin, nous, on le voit bien, on arrive à des moments, à des points de blocage humains ou autres, et on adapte au moment où on a ce besoin-là. Et ça ne veut pas dire qu'un autre projet doit commencer avec un dessin, comme vous l'avez vu, ou avec une charte relationnelle, ou avec de la gouvernance. C'est ce que nous, on s'est approprié en s'appuyant sur d'autres projets qui se sont montés et surtout ceux qui se sont cassés la gueule.
qui donne quand même pas mal finalement d'outils et de recommandations sur ce qu'il y a à mettre en place. Et le projet a été démarré il y a 4 ans, ce qui reste relativement jeune. Donc voilà. Alors ensuite, donc, comme l'a dit Ludovic, on a un groupe qui se connaît, fonctionne, qui sait prendre des décisions ensemble. Bon, bah, c'est bien. Donc, faut se dire que là, on est en 2017. Et qu'est-ce qu'on fait dans notre processus à nous? L'étape suivante, on a écrit la raison d'être. Alors, la raison d'être, c'est un peu vraiment le cœur du projet, puisque c'est l'étoile qui va nous faire vibrer et c'est dans la direction dans laquelle on va. Alors, comment on a écrit notre raison d'être? Bon, là, on n'en parlera pas trop, mais globalement, on a utilisé un outil qui s'appelle le rêve du dragon. C'est chacun a écrit sa raison d'être, son rêve en fait, hein, c'est son rêve. Et puis, petit à petit, on est venu le confronter avec la raison d'être de l'autre. Et chemin faisant, comme ça, on arrive à une seule raison d'être qui, théoriquement et aujourd'hui, nous correspond à tout le groupe. Et pour l'écrire, cette raison d'être, c'est pas si facile que ça. Pour l'exemple, ici, on a mis à peu près 2 mois ou 1 mois par phrase. Enfin, c'est long, quoi. C'est long pour se mettre d'accord. Mais quand on s'est mis d'accord, on est vraiment, il n'y a personne de mis sur le côté, tout le monde, il n'y a pas de frustration. On a trouvé ce qu'on voulais. Donc, je vous la lis la raison d'être. Donc, c'est créer ensemble et vivre sur un lieu convivial, intergénérationnel, animé par des citoyens s'inspirant de la nature, partager au quotidien des valeurs de solidarité et de bienveillance, et enfin, accueillir, apprendre et transmettre des alternatives conciliant évolution, autonomie et sobriété heureuse. Bon, là, je ne sais pas si on verra avec les caméras, mais la petite peluche du Yoshi avec le petit coup à boire, bah, c'était, vous en doutez bien, pour fêter la raison d'être. C'est vraiment un pas important dans un projet collectif. Et c'est d'autant plus important que c'est ce qui nous guide en fait dans est-ce qu'on est dans l'idée du projet. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, mais en tout cas pour toutes les personnes qui rejoignent, c'est vraiment l'étoile qui dirige et qui nous a aidé aussi à définir les objectifs. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment le pourquoi faire sur la partie arbre à gauche et puis quels objectifs on se donne pour le faire. Donc là, c'est un outil qui s'appelle l'arbre à produits. C'est tout simple, hein, c'est dans l'arbre, et ben, se développent des branches et sur chaque branche, après, il y aura des feuillages. Et donc, les branches, ça va être les thèmes. Donc, il y a tout un thème habitat, il y a un thème activité, il y a un thème agriculture. Et le fonctionnement, c'est on a posé tous nos rêves de ce qu'on aimerait voir dans le lieu idéal. Ça peut être une auberge de l'accueil, un truc de la musique, des concerts, les surfaces dans lesquelles on aimerait habiter, les volumes. Là, il faut se dire qu'à ce moment-là, on n'a rien, quoi. C'est pour l'instant que de la projection. Et donc, on a tout écrit. Puis, une fois qu'on a tout écrit et qu'on s'est dit, putain, là, on a bien rêvé, et ben, on a regardé qui c'est qui se mettait à côté de chaque feuille pour bosser, pour faire le boulot, qui est le porteur de projet. Et quand on n'avait pas de porteur de projet, et ben, on s'est mis à élaguer, en fait. Parce que quand il n'y a pas d'humain pour porter un projet ou une idée, et ben, c'est une idée qui avance pas, en fait. C'est une idée qui pourrit et qui laisse presque de la frustration. La seule, je dirais, exception, ça a été la ferme auberge. Donc un endroit pour nous hyper convivial, se retrouver autour de la bouffe. On est en France quand même, et on a quand même ce point commun qui rassemble généralement bien boire, bien manger. Et du coup, on n'avait personne. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, on a continué le projet en sachant qu'on trouverait quelqu'un à un moment, qu'on poserait une offre d'emploi. Et aujourd'hui, on a Boris qui nous a rejoint. Maintenant, ça doit faire 4 mois, je ne veux pas dire de bêtises, et qui est dans la fin de son processus d'intégration. En tout cas, c'est en cours. Donc voilà, on va détailler après les activités de comment ça se passe. Et ça nous a donné 3 objectifs, on va dire un peu issus de la raison d'être, qui sont ceux que vous voyez: produire localement de la nourriture de qualité avec une ferme régénératrice des sols, accueillir et sensibiliser. Donc ça rejoint le point que je vous disais au départ, c'est pas une communauté fermée. On a vraiment, dès le début, posé dans les valeurs du projet qu'on voulait s'ouvrir et transmettre ce qu'on pouvait transmettre en mode un peu éducation populaire. Dès qu'on apprend un truc, on voit si ça intéresse du monde et on le propose.
Et puis, ça tourne autour quand même des questions d'autonomie et de bien-être, sur les questions de transition écologique, transition énergétique, d'autres manières de faire. Donc voilà, et puis je laisse la main à Fange pour parler de la suite. Alors, donc voilà, on a des personnes qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables de travailler ensemble, qui ont un rêve commun, qui ont écrit une raison d'être, et en plus qui ont des objectifs. Et bien, là, il y a la phase, on va dire, un peu plus, honnêtement, scolaire et un peu plus difficile, j'ai trouvé personnellement. C'est-à-dire la rédaction du projet sur le papier, quoi, dans sa globalité. Donc là, on s'est fait un document d'une trentaine de pages, détaillé avec les surfaces qu'on souhaite en maraîchage, le nombre d'habitations, les gens qu'on doit accueillir. Enfin, là, on a tout écrit. On a rêvé aussi. Enfin, là, on marque des chiffres, on a tout fait. Et donc, on a commencé à écrire ce document. Et pendant ce temps-là, en même temps, on a quand même été un peu prospecté avec notre petit groupe des lieux dans le coin, dans la région, qui nous font vibrer. On a découvert un lieu qui était pas mal. En fait, ça pouvait pas marcher. Et en pleine rédaction, on a rencontré Anne-Marie qu'on voit sur la photo et qui a, elle, une parcelle de terrain à ce moment-là, magnifique, qu'elle nous fait visiter. Alors là, on a le coup de foudre pour ce lieu. Le problème, c'est que en décembre 2017, on n'est pas encore tout à fait prêt au niveau de nos documents, au niveau de notre projet. Je dirais, on est même au premier tiers, je sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas prêt à répondre à sa demande et à lui dire, OK, on achète. Là, on n'est pas prêt. Donc, on va vous expliquer comment on a fait juste après. Anne-Marie a été top sur ce coup-là et vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler quand même du lieu. Donc, ce lieu, c'est une parcelle de 20 hectares située à Locoal-Mindon. Alors, Locoal-Mindon, c'est dans le pays d'Auray, c'est-à-dire entre Vannes et Lorient, c'est-à-dire en Bretagne. Et donc là, c'est une parcelle avec du bois classé, des prairies, des terres agricoles et aussi, vous pouvez voir sur la photo, c'est déjà un hameau qui existe. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc voilà globalement pour le lieu. Alors, on a un lieu, on a un projet, on a une propriétaire, on est en février 2018, on a, comment dire, besoin de répondre à sa demande, de savoir si le collectif souhaite investir ce lieu pour poser ce projet. Donc, je vais laisser la main à Ludovic pour lui dire comment on a fait. Ouais, là, on peut se dire qu'en fait, c'est super long. On a commencé le projet en 2016, on est déjà en février 2018 et on n'est toujours pas capable de dire si ce qu'on veut faire, malgré notre coup de foudre. En fait, il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, on est déjà 8 dans le projet. Donc, ça fait 7 foyers. Et 7 foyers, il faut les loger parce qu'à ce moment-là, normalement, on a tous envie d'habiter sur place. Et clairement, là, ce terrain-là, par exemple, il est agricole à vocation agricole. On aura le droit de construire 30 mètres carrés. C'est ça qu'on nous annonce. C'est pas épais. Et du coup, on se fait accompagner d'un cabinet d'archi qui adore bosser avec des collectifs, en fait, qui fait de la participation déjà habituellement et qui nous aide à regarder ce qu'on pourrait faire, bien étudier le PLU. Trop souvent, il y a des projets qui se montent et qui étudient pas le plan local de l'urbanisme et qui, du coup, au bout d'un an et demi, tombent à l'eau, qui ont mis beaucoup d'énergie dans un lieu. Et quand ça se fait pas, le collectif se dissout parce que trop fatigué d'avoir déjà bossé 1, 2 ans, 3 ans. Pour certains que j'ai rencontrés aux Habitats participatifs de l'Ouest, ça faisait 5 ans qu'ils bossaient sur le truc et qui se battaient contre la mairie. Des fois, c'est plus simple de chercher une mairie soutenante de départ ou en tout cas un endroit où on sait que ça va se passer que de se mettre en confrontation. Après, il y a d'autres projets qui ont réussi avec le temps. Enfin voilà, du coup, on a fait une étude de faisabilité, une préfa, un diagnostic pour voir ce qui était possible. Et ce qui s'avère, c'est que en se serrant bien et avec un couple qui décide finalement d'habiter à l'extérieur pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça passe en se serrant bien. Sauf que ça, c'est uniquement technique au niveau PLU, habitat. Mais il reste une grosse étape, c'est est-ce qu'on est capable d'acheter ça? Et là, c'est Fange qui vous en parle.
Alors, je vous remets les dates. Donc là, on est en février 2018. On fait l'étude avec les architectes pour voir si ça colle. Bref, ça colle à peu près. Mais bon, maintenant, il y a une décision à prendre. Il faut répondre à la propriétaire qui attend déjà depuis au moins un an qu'on se décide. Sauf que je, je pense que vous en doutez, mais quand on achète quelque chose déjà, personnellement, c'est compliqué. Mais quand on achète, enfin, quand on monte quelque chose comme ça à plusieurs, c'est aussi compliqué parce qu'il y a des peurs inhérentes et normales à chacun. Donc là, c'est la première fois que le projet est vraiment soumis à une grosse décision, enfin, the décision quand même. Et le 31 mai 2018, là, la photo qu'on voit, c'est le jour où on s'est mis d'accord pour acheter et on répond OK à la propriétaire. On répond OK. Ça, c'est quelque chose. Donc là, je peux vous dire que les outils de gouvernance sont hyper importants et cruciaux. Ils ont été bien maltraités, mais ils ont bien fonctionné. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on n'était pas au consensus sur cette décision. Il y avait une personne du collectif qui émettait une objection, si je dis pas de bêtises, mais on a fini par se mettre d'accord. Donc voilà, gros travail. En fait, quand tu dis se mettre d'accord, c'est même qu'il y a une personne qui est restée en objection. Et à cette époque-là, notre règle de gouvernance, c'était qu'on fonctionnait à l'unanimité moins un. Ce Ah qui, oui, depuis, n'est plus du tout le cas. On fonctionne par consentement. Et mine de rien, à cette époque-là, ça a été favorable parce qu'en fait, on s'était engagé avec la propriétaire à lui donner une réponse au plus tard en mai 2018. Donc, vous voyez qu'on a attendu, je crois, il était 20h ou 21h le 31 mai ah 2018. oui, oui. Et s'il n'y avait pas eu cette règle de gouvernance, le collectif se serait peut-être séparé d'une personne qui aurait pas compris en fait que sa voix ne soit pas entendue. Donc le fait que ça soit posé, clairement écrit, et que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que ça fonctionnerait comme ça, en fait, ça garantit une stabilité au sein du groupe qui est essentielle. Du coup, nous, tout fiers d'avoir pris notre décision, la propriétaire qui est vendeuse, on propose dès le 10 juin de contacter le notaire, 10 juin 2018, et on se dit que d'ici quelques semaines, allez au pire quelques mois, on sera les heureux propriétaires de cette magnifique parcelle de 20 hectares. Oui, sauf que non. D'une part, les notaires, c'est long. Et en plus, sur des projets où on a et de l'habitat, et de l'activité économique, et un mode de financement qui est très particulier, on peut vous en parler ici, en fait, puisqu'Anne-Marie nous fait ce qu'on appelle un crédit vendeur, c'est-à-dire qu'on va être propriétaire, sauf qu'on paye le lieu sur 30 ans. C'est notre première banque, pour faire simple. C'est elle aussi qui assure le fait que le projet peut se faire, puisqu'on ne paye qu'une petite tranche dès la première année, qui permet de rembourser les énergies renouvelables qui sont déjà installées sur le site, notamment une éolienne, des panneaux solaires. Mais voilà. Et en fait, le notaire a mis énormément de temps, a mis 1 an et demi à nous proposer une date de signature initialement qui nous a été proposée le 31 décembre Ah oui. 2019 parce qu'on avait fait le forcing pour que ça soit en 2019. En discutant, on a réussi à décaler ça au 10 décembre. Mais voilà, faut vous dire ce que c'est que d'attendre un document qui bloque plus ou moins le projet et on n'a aucune vision et aucun poids pour faire accélérer ce truc-là. Il s'avère que dans le délai, on a le géomètre qui s'est planté, qui a fait valider des fausses mesures au cadastre. Voilà. Et pourquoi il y a le petit logo en bas à droite de CNV, de communication non violente? C'est parce que ce temps, au final, nous a permis de consolider le collectif, nous a permis de consolider nos manières d'être en relation les uns avec les autres, et qu'on a essayé de ne pas perdre ce temps et de ne pas se désagréger. Au contraire, je pense que sur des sujets, ça nous a permis d'avancer là où on serait peut-être allé un peu vite, sachant qu'on ne se connaissait pas au départ. Et vraiment, ça n'a pas été simple, mais ça a été, je pense, bénéfique pour le projet. Et pendant ce temps-là, on a fait d'autres trucs. Alors, on va faire un petit mot sur l'association Demain en main, en fait, qui fait partie du projet Demain en main. L'association, en fait, comme on a pu le voir, c'est une structure juridique facile d'accès
qui fédère rapidement des acteurs, des gens. Et on a pu faire beaucoup d'activités avec cette association pendant l'année et même avant où on attendait les papiers du notaire. Donc, elle a pu faire des activités de jus de pomme, enfin plusieurs activités sur le lieu-dit, l'éco-village de Kéruzer. Et donc, on a pu bien en profiter. Et là, je vous mets le petit logo de la Fondation de France. En fait, c'est qu'on a répondu à un appel à projet que nous avons décroché pour des aides et des subventions, notamment sur la communication non violente. Voilà, donc l'association qui existe toujours aujourd'hui et qu'on peut rejoindre et proposer des activités si vous êtes dans le coin. Moi, je ne vais pas en parler plus ici. On va passer à la suite. Les structures juridiques. Et du coup, on vous parle de Demain en main. Demain en main, en fait, c'est on va dire 3 structures et demie à l'intérieur du projet. Et il faut bien comprendre. Donc, vous voyez, il y a différentes couleurs et vous allez les retrouver en fait plus tard pour savoir de quelle structure porte quelle activité. La structure centrale principale, c'est la SCIC de type SA, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, dans coopérative, déjà, ça impose que dans les statuts, c'est une personne, une voix. C'est coopératif de base et on ne peut pas revenir là-dessus, c'est un des principes fondamentaux. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va acheter tout le foncier, louer les terres et bâtiments agricoles à la SCOP agricole, louer les habitations, les bâtiments d'habitation aux habitants, et elle va fournir aussi finalement un espace pour les activités de l'association. Donc c'est vraiment la structure centrale. Donc les statuts elle a été immatriculée cet été. Dans la foulée, on a obtenu de l'État un agrément qui s'appelle ESUS, donc entreprise sociale d'utilité solidaire, entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui est en fait délivrée aux entreprises de l'ESS à partir du moment où elles montrent qu'elles font différemment. Donc différemment sur le mode de rémunération qui est réduit, l'écart de rémunération entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires. Aujourd'hui, tout le monde est au SMIC, très clairement. Et il y a une limite. Ça va être sur faire différemment, sur comment est-ce qu'on est inclusif, comment est-ce qu'on permet à d'autres personnes de rentrer. Donc c'est la SIC, par exemple, possède 3 collèges minimum. Donc il y aura les fondateurs et salariés, il y a une partie bénévole, il y a des institutionnels qui peuvent rentrer. Il faut savoir que c'est la seule structure aussi qui permet à des entités institutionnelles, typiquement une mairie, d'entrer en tant que sociétaire dans la société sans en faire la demande à l'État. Donc voilà, ça c'est pour vous dresser un petit peu la structure centrale. Et au centre du projet, on a vraiment aussi cette SCOP agricole qui, pour l'instant, se transforme juste en ERL à 4 associés, sera à 7 associés plus tard, mais on va en reparler. Et qui est au centre. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment sur cette idée de transition. Et quand même si on n'est pas sur une idée d'autonomie, on ne va pas faire une rizière sur le site, on ne va pas aller sur ces trucs qui sont impensables, mais on va faire le maximum sur place et essayer de bien vivre en fait avec notre environnement. Et en dessous, vous voyez tout le bandeau aujourd'hui, il n'est plus tout à fait à jour, mais pas loin, des gens avec qui on travaille. Donc, le cabinet d'archi, l'Union régionale des SIC et SCOP, Finacop, qui est l'expert qui nous accompagne sur la finance solidaire, quelques bureaux d'études, le pôle ESS, économie sociale et solidaire du coin, les colibris qui sont un soutien vraiment depuis le début, et d'autant plus avec la coopérative Oasis, qui nous fait un prêt, on en reparlera un petit peu plus tard si vous le voulez bien, Habitat participatif, et puis l'école d'ingénieurs centrale Supélec, avec qui on a porté deux projets de recherche et développement l'année dernière, un sur le stockage de l'électricité, et puis le deuxième qui est plus macro sur l'ensemble des flux physiques, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, par exemple à la ferme, mais aussi des flux sociaux, de la biodiversité. Est-ce qu'on va plutôt dans le bon sens et pas uniquement dans notre imaginaire, mais essayer de le chiffrer, le quantifier, et puis donner des billes à des décisionnaires, que ce soit des élus,
ou quoi, parce qu'aujourd'hui, il manque un petit peu de chiffres pour appuyer leurs envies de transition et montrer que ce modèle-là, il peut marcher aussi et même mieux que l'autre. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'expliquais aussi qu'on n'est pas une communauté et qu'on veut vraiment que ce qu'on apprend ici se diffuse à l'extérieur. Alors, pour parler justement de la scope agricole, la future scope agricole, donc ce projet, comme il a une dominante agricole, puisque en termes d'urbanisme, c'est quand même des terres agricoles et c'est anciennement une ferme. Alors voilà, la production agricole, vous imaginez bien, vu l'éthique du projet, qu'on n'est pas sur des grosses machines, qu'on n'est pas sur l'utilisation des pesticides. Là, je pense qu'on est assez d'accord rapidement là-dessus. On est sur ce qu'on appelle du maraîchage en sol vivant, sans grosses machines agricoles. C'est largement inspiré, par exemple, de la ferme du Bec et Loin qui est en Normandie. Je vous invite à aller voir aussi. D'ailleurs, un des maraîchers a été formé là-bas. Donc, aujourd'hui, en 2018, non, en 2019, pardon, la ferme a commencé grâce à la propriétaire qui a mis à disposition les terres. Au départ, c'était une production agricole sur à peu près 250 mètres carrés. On va dire un grand potager pour se faire la main, comme ils disent, qui a super bien fonctionné. Et cette année, l'année 2020, donc on est plus sur quelque chose de 450 mètres carrés à 500 mètres carrés de légumes cultivés, avec une serre qui doit faire 60 mètres carrés environ. Et là, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, c'est pas parce que la ferme est petite qu'on n'a pas de rendement. Donc sur l'exploitation, on a, alors le maraîcher m'a dit, il y a eu à peu près 3500 bottes de sortie et 4 tonnes de légumes, ce qui est vraiment pas mal pour une petite surface. Et donc Ludovic l'a dit, ensuite il y aura 4 associés et puis à terme 7 associés pour l'ensemble du volet agricole. Euh, voilà. Globalement, il y aura 1000 mètres carrés de serre et environ 5000 mètres carrés de légumes cultivés. Donc, c'est le début de l'aventure pour la production agricole. Bah voilà, en quelques photos, vous pouvez voir la ferme. La première partie du potager, celle où il y a la serre en haut, c'était en 2019. Et en 2020, on peut voir un peu la seconde partie en goutte d'eau qui s'est rajoutée. Et en bas à droite, ça c'était cet été à la vente à la ferme. Donc, il y a aussi un volet accueil à la ferme qui dépend de la production agricole. Et ça rejoint en fait cette idée vraiment de s'ouvrir. Là, vous voyez du coup Boris qui a rejoint, c'est le cuistot qui fait des trucs délicieux et on a hâte qu'il s'installe pour pouvoir se régaler. Gwen Bourdin qui cherche un associé sur la partie accueil à la ferme, ferme pédagogique. Il y a pas mal d'écoles en fait qui sont intéressées par le projet. Alors là, en période de confinement, c'est pour l'instant pas possible, mais on espère voilà, que ça démarre rapidement dès que les enfants auront le droit d'être libres. Et du coup, il y aura vraiment cette idée de transmission, d'apprentissage des plantes sauvages. Sur la slide d'avant, vous avez vu, il y a Christelle, qui elle est diététicienne et spécialiste des plantes sauvages. Donc c'est vraiment transmettre ce rapport à la fois aux animaux, puisque la ferme maraîchère fonctionnera en traction animale avec 2 vaches nantaises. Voilà, sur tous les aspects, comment est-ce qu'on peut faire autrement que de la chimie ou de l'agrochimie et que ça produise quand même, voire mieux. Donc là, vous voyez, on a changé de couleur, on est reparti sur le bleu. Alors, souvenez-vous, juste avant, le bleu égale la SIC et activité commerciale. Le vert, c'est pour la production agricole. Donc, évidemment, de la production agricole, il peut découler des activités, des idées de formation. Et il y a un laboratoire de transformation qui sera sur place. Et grâce à toutes ces infrastructures, l'idée, c'est de proposer des formations de transmission de savoir, notamment autour des savoirs anciens comme la fabrication des conserves, la cueillette de plantes sauvages, la cuisine, les baumes, plein d'idées comme ça. Et je le redis, en fait, la SIC, son objectif, c'est pas limité aux porteurs de projets que vous avez vus en photo, c'est-à-dire que
elle peut encore accepter si l'éthique correspond ou vous correspond des porteurs de projets pour proposer des activités, mais elle peut également embaucher à la journée un formateur en stage dans le coin. Enfin, c'est un lieu qui sert aux citoyens et c'est un lieu qui sert à la commune et aux habitants. Enfin, c'est un lieu, voilà, pour tout le monde. Il y a d'autres formations, donc ça c'est les principales, celles des porteurs de projets. On espère qu'il y en aura d'autres. La deuxième, qui découle aussi de la production agricole, donc c'est la permaculture, les fermes et le potager. C'est des stages qui ont déjà lieu sur place, qui fonctionnent très bien, qui sont déjà remplis pour début 2021 et qu'on espère encore que le confinement nous permettra d'en faire d'autres. Donc voilà, donc il y a du design en permaculture, de comment concevoir son espace en fonction de son terrain, apprendre à évaluer son sol, etc. Et enfin, ça c'est les formations ateliers, outils de projet collectif. C'est un sujet qui est venu se greffer en cours de route, puisque en fait on a été soumis à des contraintes en portant ce projet et on a découvert le monde du projet collectif, du comment prendre des décisions ensemble, travailler ensemble dans le respect de l'autre. Et là, il y a beaucoup de choses passionnantes à découvrir. Et on s'est dit, mais pourquoi pas également en faire une formation, puisque depuis environ 1 an, on reçoit beaucoup de demandes de collectifs qui en sont au début et qui nous demandent comment vous faites. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, quand vous êtes d'accord, quand personne n'a d'argent, quelle structure juridique, plein de choses comme ça. Et on s'est dit, c'est pas nous qui créons les outils, mais on a utilisé des outils, notamment l'université du Nou, et des choses qu'on voudrait transmettre. C'est le but de ces formations. Quatrième formation en devenir, je vais laisser parler Ludo. Oui, alors ce qui a déjà été lancé, ce qui fonctionnait avec l'association jusqu'à présent, c'est des ateliers, des stages ou des séances individuelles sur tout ce qui est développement personnel et bien-être. Au sein du collectif, déjà, il y a 2 personnes qui font du massage, différents types de massage. On a eu une conférence parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, qui vient de la méthode Faber et Maslich. Il y a tout un projet en fond qui démarre doucement, mais sûrement d'école de la forêt ou forest school. Ça nous vient des pays nordiques. En Angleterre, c'est un diplôme d'État. Et on a la chance d'avoir 2 Anglaises qui étaient très qualifiées, qui étaient formatrices, qui ont monté tout un réseau d'éducation nationale par la nature et dont une qui habite vraiment pas loin et donc chez qui on se forme. Avec, pour les années à venir, ce sera plutôt des ateliers temporaires, avec l'idée peut-être qu'un jour, on pourra monter une classe expérimentale, voir si l'académie a envie de partir là-dedans. Donc, sur la partie éducation, il y a des ateliers avec les enfants et des ateliers avec les parents. Et sur les 3 photos que vous voyez plutôt à gauche en haut, c'est une méthode qui s'appelle la somatopsychopédagogie. Alors, le nom est un peu barbare, mais derrière, c'est beaucoup plus doux. Et qui vise à, en même temps qu'on s'occupe du corps, voir comment ça accompagne aussi le psychisme. Donc, en faisant très, très simple, ça serait libérer le corps pour libérer le psychisme. Et vous voyez en fait 3 différents outils. Il y a un outil sur table, puisque ça découle vraiment de l'ostéopathie tissulaire, dans ce qu'on appelle les fascialata. On pourra en discuter plus dans les questions si vous avez des questions. La méditation pleine présence, et ce qu'on appelle la gymnastique sensorielle. Et à chaque fois, en fait, l'idée, c'est pas d'apprendre aux personnes à faire quelque chose, c'est à apprendre de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles font. Voilà, on peut passer. Là, c'est une partie plutôt construction, utilisation des mains pour bricoler petit ou grand. L'année prochaine, on va avoir la restauration du four à pain qui est sur site, qui n'a pas servi depuis quelques années, mais qui apparemment cuit très très bien pizza et pain fait maison. Vous voyez ce qu'on appelle un rocket stove là, qui est fait en terre, mais ça peut se faire en métal aussi. Ça permet de cuire des aliments ou de chauffer de l'eau avec très très peu de bois. Ça marche aussi en poêle bouilleur, en chauffage en taille plus grande. On fait bouillir en fait de l'eau qui va en fait dans le réseau de chauffage.
Et après, des choses plus structurelles, donc là, de la rénovation de murs, des constructions légères type géodôme, tiny house, payourt, yurt. Là, c'est un chantier sur lequel on allait aider une association à gauche où en fait on allait faire de l'enduit terre sur des murs en paille d'une cave à cidre. On est dans le Morbihan, hein. On a été grassement payé en bouteille. On n'a pas à se plaindre. Mais enfin voilà, c'est pas forcément limité au lieu sur lequel nous on fait le projet. On peut intervenir, en fait, on a Julien qui est formé là-dedans et qui peut intervenir chez des personnes extérieures. Donc voilà encore quelque chose qui vise à l'autonomie comme chacune des choses. Et sur la dernière slide, on continue sur la dernière slide activité avec des activités autour de la vannerie, de tout ce qui est artisanat. On adorerait qu'il y ait un apiculteur qui vienne, mais en conscience, puisqu'il y a des variétés sauvages qui sont d'abeilles sauvages qui sont sur place et on ne veut pas que celles-ci s'en aillent. En bas à droite, c'est pour représenter le fait qu'on va avoir des ateliers de restauration d'outils anciens. Moi, je suis affûteur également, donc j'affûte les outils en plus d'être sculpteur sur bois aussi à gauche. Et l'idée, c'est de refaire des manches, réaffûter des outils, faire du neuf avec du vieux ou faire du vieux avec du neuf selon comment on le prend, mais en tout cas, bien s'appuyer sur ce qu'on savait faire à l'avance. Donc là, ce que vous voyez, c'est des ateliers de sculpture sur bois aussi avec les gens où on travaille qu'avec des outils très simples, hache, couteau croche. Et au-delà de l'idée de la sculpture sur bois avec laquelle je prends beaucoup de plaisir, de la même manière que ce que vous avez vu en somato-psychopédagogie au-dessus, l'idée, elle n'est pas juste de faire cette activité. Ces activités-là, on les a choisies parce que pour nous, elles incarnent quelque chose autour de la transition. Se faire une spatule de cuisine avec un morceau de bois qu'on vient tout juste de couper dans un arbre ou qui a été élagué et faire un objet de son quotidien juste avec des trucs très simples en quelques heures, c'est prendre confiance dans le fait qu'on peut faire autrement. Et ça s'ancre en fait dans le corps. Et c'est là-dessus en fait qu'on a envie de travailler, c'est pouvoir transmettre ce sentiment d'autonomisation. Donc voilà, on prend plaisir à ce qu'on fait, mais on le fait aussi avec cette vision. Merci. Donc, vous avez pu voir à peu près un premier volet des formations portées par les porteurs de projets. Pardon. J'espère qu'il y aura d'autres porteurs de projets et il y aura d'autres personnes à proposer des idées. C'est le but. En tout cas, on est en 2020. Comment ça fonctionne? Puisque là, vous avez vu l'historique du projet, vous avez vu qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on veut faire et ce dont on rêve. Mais il faut quand même à un moment donné parler de sous. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, le financement participatif. On l'a appelé participatif puisque vraiment ce qui nous portait à cœur, c'est d'intégrer le citoyen, de mobiliser l'épargne citoyenne pour œuvrer à ce genre de projet, à ce projet. Alors, comment on a fait ça? En proposant plusieurs façons de nous aider, de nous soutenir et de participer. Puisque rappelez-vous, il y a quand même 5 bâtiments, il y a 20 hectares de terrain, il faut créer une voirie, il faut créer une salle de formation, il faut créer des espaces d'accueil pour les personnes à mobilité réduite, donc il y a quand même des frais. Et si on veut pouvoir accueillir un maximum de personnes et en faire un lieu vraiment ouvert, on a besoin de fonds. La première chose que vous pouvez voir en haut à gauche, c'est la prise de capital dans la société. Donc là, c'est vraiment, vous faites partie intégrante du projet, vous êtes au cœur du projet. Là, l'idée, c'est d'acquérir des parts sociales au sein de la société, de siéger à l'Assemblée générale, et surtout, ce qui peut intéresser les personnes, le citoyen, c'est d'accéder à la défiscalisation à hauteur de 25% pour la prise de capital dès la première année. Donc, ça peut être très intéressant. La deuxième chose, c'est donc l'achat de titres participatifs. Là, c'est un peu moins connu, mais en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est pas une campagne de dons, c'est pas une campagne comme un crowdfunding pour une association. C'est vraiment plutôt prêter de l'argent. Donc, l'achat des titres participatifs, ça ressemble à ça. Donc là, vous placez votre épargne
dans ce projet qui pour vous, je pense, enfin en tout cas j'espère, fait largement plus vibrer qu'une banque plutôt classique, avec des taux des livrets A qui sont autour de 0,5%. Donc là, les titres participatifs, c'est vous prêtez votre argent sur 7 ou 15 ans avec des taux garantis, c'est-à-dire en allant de 1% à 4%. Aujourd'hui, les titres sur 7 ans ont été écoulés. Il reste les titres sur 15 ans qui sont encore disponibles jusqu'à fin décembre. Et enfin, on n'en parlera pas trop, mais il y a toujours possibilité de faire du don. Mais nous, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'intégrer les personnes, que chacun y trouve son compte tout de même. On peut quand même être rentable et faire de l'éthique. Je pense que tout ça, c'est compatible. C'est quand même plus intéressant, mais le don est bien sûr ouvert à tous. Et le mécénat, qui est un petit peu moins connu, ça peut être du mécénat d'entreprise ou du mécénat de compétences, partager des savoirs et des savoir-faire qui sont en lien avec le projet. Ludovic vous en reparlera puisque je crois que les entreprises peuvent missionner des salariés pour avoir des avantages. C'est ça, non? Ouais, bah, je peux en parler tout de suite. Ouais, En fait, du coup, dans le mécénat, il y a deux parties. Il y a une partie où l'entreprise donne de l'argent à une société de l'ESS, et en particulier quand elle est ESIS, et du coup défiscalise une large partie de ce don-là, sans demande de contrepartie. Et l'autre possibilité, en fait, et c'est particulièrement intéressant dans des périodes de creux économique où l'entreprise a plus beaucoup d'activités, c'est qu'elle peut mettre à disposition un salarié qui a des compétences et elle défiscalise 66% des frais que ça engendre en salaire, toutes les charges patronales, etc. Donc ça peut avoir un intérêt, surtout en cette période qui est quand même assez particulière, avant de se séparer d'un salarié qu'on apprécie, ça peut être utile. Je reviens parce qu'on ne vous a pas donné les montants en fait. La prise de capital, ça démarre à partir de 2 parts sociales, sachant que la part sociale est à 100 euros. Donc en fait, à partir de 200 euros, vous pouvez devenir sociétaire de la SCIC, Éco-Village de Quérusser. Et sur les titres participatifs, c'est 100 euros aussi, mais là, c'est à partir de 1 titre participatif. Je n'ai pas entendu non plus le taux. Le taux de rémunération des titres à 15 ans, c'est 2% fixe plus 2% variable en fonction de comment ça se passe pour la santé de la SIC, en fait. Est-ce qu'on est dans les clous du budget prévisionnel ou est-ce qu'on est un petit peu en deçà, sachant qu'aujourd'hui, le prévisionnel est chiffré sur une base de 4% de rémunération des titres participatifs. Donc, c'est vraiment du prêt bloqué sur 15 ans. Nous, on ne vous les rachètera pas. Par contre, si jamais vous êtes en difficulté, il est toujours possible de revendre, c'est ce qu'on appelle des jetons, de revendre ces titres participatifs à quelqu'un de votre famille, un ami ou quoi, qui serait OK pour vous les racheter. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter un truc, oui. On peut aussi ajouter que l'expert comptable financier FINACOP qui nous suit nous dit aussi que les titres participatifs sont éligibles à la défiscalisation. C'est ça. Donc, pour récapituler, si vous prenez 1000 euros de titres participatifs, et c'est un exemple, dès la première année, vous récupérez 250 euros, 25% de votre investissement. Ensuite, tous les ans, vous touchez au minimum 2%, jusqu'à 4%, pendant 15 ans. Et ensuite, c'est remboursé par quart. Donc, 250 euros la première année, 250 euros l'année d'après, 250 euros, plus les taux d'intérêt sur ce qui reste sur ces années-là. Si on prend juste la prise de capital, qui est éligible à la défiscalisation, c'est pareil, vous touchez 25% dès la première année. Donc, si on reprend l'exemple des 1000 euros, vous récupérez 250 euros sur vos impôts dès la première année et à partir de l'année 5, vous pouvez les récupérer. Ce que demande l'État, voilà, c'est de laisser son argent au moins 5 ans pour être éligible à cette défiscalisation. Si on compare, si vous laissez votre argent effectivement 5 ans, vous repartez avec 1250 euros en année 5 sur un livret A à 0,5%, il vous faut 45 ans, vous pouvez faire le calcul, pour obtenir la même chose. Donc, quand on parlait d'un projet éthique et rentable, le rentable, on est très sérieux sur le fait que là-dessus, c'est nettement plus intéressant que la grande majorité des livrets, que ce soit du livret développement durable
etc. Et sachant que dans tous les cas que vous soyez prise de capital, achat de titres ou don et mécénat, nous, on s'engage à vous faire un retour sur ce qui se passe. Et on l'a dit, donc on est accompagné par un expert comptable qui a validé le prévisionnel. Qu'est-ce que j'oublie? On n'a pas dit combien il y avait de personnes qui habiteront sur site. Sur site, il y aura donc il y a 7 foyers qui vont habiter. Donc en fonction des enfants qui vont peut-être ou pas naître, on prévoit d'être entre 15 et 20 personnes sur le site. Peut-être plus si un jour la législation change sur les habitats légers, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et du coup, on fonctionne comme ça. Ouais, je pense avoir dit l'essentiel sur cette slide. Tu peux passer. Ouais, c'est ça. Alors, où on en est aujourd'hui? Où on en est aujourd'hui, donc on a commencé cette campagne d'investissement, on l'a pas dit, mais en mars dernier, 10 jours avant le confinement, qui nous est tombé dessus comme à plein de monde, j'imagine. Forcément, vous vous en doutez, c'est pas des plus évidents pour parler d'un projet quand on peut pas rencontrer les gens. Donc voilà. Donc il y a eu plusieurs cercles. D'abord les fondateurs, ensuite les proches des fondateurs, et ensuite on a ouvert aux investissements citoyens. Donc aujourd'hui, on a récolté 219 300 € sur les 280 d'investissements qui sont pour les citoyens. Donc le village, on était autour de 216 000 € l'acompte pour pouvoir être propriétaire. Mais ensuite, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'aménagements à faire, de l'assainissement, de la voirie, etc. Donc c'est là qu'on mobilise l'épargne citoyenne. On a aujourd'hui 48 citoyens qui ont investi, soit en capital, soit en titre participatif. Et on espère encore beaucoup de monde pour pouvoir accéder à notre aide qui serait carrément de se passer de banque, quoi, tout simplement. Ça serait le top. Donc, il reste des titres sur 15 ans et du capital, toujours prendre du capital dans la société. Donc, voilà. Pour compléter, il n'y a pas de petit montant, hein. Vraiment, nous, quand je vous disais, j'aimerais que vous reteniez qu'on a besoin de vous, c'est parce que à la fois, il y a ce côté, plus le projet est partagé, plus on a le sentiment d'aller vers ce qu'on a envie de faire, à savoir pas une communauté fermée, mais d'être vraiment dans la transmission de tout ce sur quoi on bosse, que ce soit le modèle économique, le juridique, etc. Mais aussi, voilà, cet engagement financier. Se passer de banque, pour nous, ça serait juste un rêve un peu fou, mais un rêve de se dire que c'est l'économie réelle qui finance des projets comme ça serait phénoménal. Et on va pas se mentir non plus, hein. Sans vous, sans toutes les personnes qui ont déjà investi, les banques, on n'est pas sûr qu'elles nous auraient suivis. Donc, on est dans un réel besoin d'accompagnement pour faire ce projet-là, parce que c'est un mouton à 5 pattes, en fait. Les banques, elles passent normalement quelques heures pour financer un habitat à 400 000 €. Et là, nous, le prêt qu'on veut leur faire, c'est 250 000 € pour pouvoir nous accompagner sur des travaux. Très franchement, il y en a qui ont déjà passé 10 jours à étudier notre dossier pour comprendre un petit peu comment ça se découpe. Pas que ça soit très compliqué, mais il faut rentrer en fait dans le projet. Et ouais, on a besoin de vous. On a besoin de vous soit pour ne serait-ce que prendre un titre participatif ou deux parts sociales, pour en parler à vos oncles et tantes, pour qu'à Noël, peut-être plutôt que de donner de l'argent aux petits-enfants, s'ils ont envie de l'investir là-dedans pour donner cette orientation. Si vous connaissez des gens qui ont des entreprises, qui ont des salariés avec lesquels ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont plus assez de boulot, si vous juste en parlez autour de vous, en fait. Alors si en plus vous pouvez faire les deux et nous accompagner, mais c'est génial. Mais enfin voilà, là on sent qu'on est quasiment au bout. Il nous manque plus grand chose, quoi. On a fait 220 000 sur 280 000. Voilà, on a jusqu'à la fin de l'année, sachant qu'il faut bien comprendre que en l'état, on a la capacité d'acheter le village. C'est ce que je vous expliquais. Anne-Marie, elle nous fait un crédit vendeur sur 30 ans, c'est notre première banque. Donc, on a une première tranche à payer de 100 000 €. Il y a 70 000 € de frais de notaire. Là, je vous donne les chiffres. Il y a
des bureaux d'études à payer, des choses comme ça, dont certains qu'on a déjà payés, hein, bien évidemment, les archis, les bureaux d'études structure ou thermique. Donc voilà, il y a cette première enveloppe. On le voit, hein, il y a déjà plus de 400 000 euros sur le compte à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a des aménagements pour de l'accès PMR, personnes à mobilité réduite, des espaces de stationnement naturel qui restent à faire. On aimerait faire de la phytoépuration. Bref, pouvoir accueillir les gens comme il se doit aussi. Et pour ça, ça dépend plus que de nous à ce moment-là. Donc, si le projet vous tente, on peut prendre aussi du temps par téléphone ou par email. N'hésitez pas à nous contacter. Là, il y a l'email contact@demainenmain.fr. Vous avez aussi, sur les questions d'investissement, l'email SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, scic@demainenmain.fr. Et là, vous arrivez directement avec la personne qui gère l'aiguillage sur l'investissement pour vous répondre à vos questions. Voilà, c'est vraiment avec plaisir. Et puis, on a mis beaucoup d'infos sur le site web. Donc, n'hésitez pas à le consulter, ça vous expliquera. Ce qu'on voit sur le dessin, je vole un peu peut-être la vedette à fond, je ne me rappelle plus qui devait parler sur cette slide. Mais là, vous voyez, en fait, c'est vraiment le dessin du village tel qu'on le voit à gauche. Là, c'est la longère la plus au nord, vous voyez en premier, et les deux autres baraques qui sont derrière. L'endroit où il y aura la serre, sauf que nous, ça sera une serre en verre. Mais en fait, c'est vraiment inspiré de la réalité. Et puis derrière, il y a les graphiques, il y a les esquisses des 2 hangars agricoles dans lesquels il y aura la bergerie, la ferme auberge. En fait, tous ces projets, tous ces beaux rêves qui restent à construire et auxquels les citoyens qui font de l'épargne avec nous participent. Voilà, et puis pour terminer, le 12 novembre prochain, on refait un live plus axé permaculture. Le 12, hein, puisque c'est aujourd'hui le 12. Le 12, pardon, je me suis trompé. Lundi prochain. Live spécial permaculture et aménagement de l'éco-village. Voilà, si ça vous intéresse. On va passer la main maintenant. Hop. Merci à Ludovic et à Fange pour cette super présentation. J'espère que ça en a inspiré beaucoup. Maintenant, on va passer aux questions du public. Donc, il y en a eu pas mal. Donc, je vais les lire une par une. Alors, on a une question. Pendant la phase d'écriture du projet ou de prospection, aviez-vous des personnes dédiées qui s'occupaient de ça à plein temps ou est-ce que vous faisiez ça en parallèle d'une activité professionnelle? Eh bien, on était tous en parallèle d'une activité professionnelle. Juste pour vous informer, à peu près le temps que ça prend on a avancé relativement vite, vous avez pu voir. Honnêtement, c'est assez intense comme rythme que nous, on a décidé d'adopter, à savoir des réunions, c'est pas des réunions tous les mois, mais c'est des réunions toutes les semaines pour pouvoir pondre un avant-projet aussi développé à ce moment-là, en tout cas. Ça a été vachement variable aussi au sein du projet, d'une personne à l'autre, et puis en fonction du temps du projet. Il y a des personnes qui étaient à un moment au chômage et qui se sont investies davantage, qui au bout d'un moment, on le voit, ça a démarré il y a 4 ans. Donc il y a un moment, on repris une activité et finalement, c'est d'autres personnes qui ont pris le relais. Il y a des moments aussi où on a bossé vraiment comme des ânes, disons-le. Je crois que la semaine où on a fait 7 réunions dans la semaine en fonction de sujets juridiques, sujets financement, sujet habitat, voilà. On a fait 7 réunions dans la semaine et là, on a dit là, c'est plus possible avec un objectif à 2 réunions par semaine par personne, sachant qu'on peut être dans des commissions différentes. Donc, voilà. Mais il y a Julien avait chiffré, à un moment, le maraîcher principal avait chiffré de l'ordre d'un mi-temps par personne pour les personnes qui bossaient le plus sur le projet. Ok, merci. Et alors, on a une question sur la gouvernance. Qu'est-ce que c'est exactement la gouvernance au consentement par rapport à d'autres modes?
Le processus de décision par consentement, nous, celui qu'on utilise, c'est celui de l'université du nous. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape où souvent c'est quelqu'un qui porte une proposition. Déjà, au moins, il y a un engagement. Il y a un premier tour de clarification où on est juste sur, avant d'aller dans qu'est-ce que ça me fait, comment je le vis ou quoi, c'est est-ce que j'ai bien compris les tenants et aboutissants de la proposition. Je peux donner un exemple sur allez, est-ce qu'on achète la proposition, c'est acheter une baguette de pain aux céréales. Ok. Clarification, aux céréales, quelles céréales? Ok, bah c'est peut-être sésame, lin, courge, et puis c'est sur une base de seigle. Je dis n'importe quoi. Hein. Ok, on a clarifié. On n'est pas encore rentré dans la partie ressentie qui est ah non, mais le seigle, c'est dégueulasse. Moi, je préfère du sarrasin parce que je suis en Bretagne et puis et là, on fait un tour de ressenti où chacun exprime ce qu'il vit. Une fois qu'on a fait ça et qu'il n'y a plus personne qui a quelque chose à dire, on passe à ce qu'on appelle un tour d'objection. Est-ce qu'il y a une objection ou il n'y a pas d'objection? S'il n'y a pas d'objection, on vote la proposition. Et donc, elle est adoptée. S'il y a une objection, on revient à un tour d'intelligence collective et on fait en sorte que l'objection, donc, elle est expliquée, elle est explicite, et on essaye de faire ce qu'on appelle de l'intelligence collective. On n'y arrive pas toujours, mais on fait de notre mieux. Et on va essayer d'englober le point de vue de cette personne ou de ces personnes dans la proposition globale. Et la proposition globale, ça va peut-être être une semaine sur deux, ça va être au seigle, une semaine sur deux, c'est au sarrasin. Jusqu'à ce qu'on revienne au tour d'objection, il n'y a plus d'objection et on vote. Si jamais, à la fin de ces tours-là, il y a encore des objections et que, par exemple, l'animateur fait le choix qu'il y a d'autres sujets vachement plus importants qui suivent que la baguette, on peut décider en fait de reporter à une réunion ultérieure la décision. Mais entre-temps, il ne se passe pas rien. Ce n'est pas juste on réfléchit dans notre coin. Il y a un groupe de travail qui se pose chez nous, qui prend au moins une personne qui a une objection et une personne qui n'avait pas d'objection et qui vont travailler ensemble jusqu'à la prochaine réunion. On va peut-être, si c'est une décision hyper importante, genre acheter le lieu et pas acheter une baguette, faire une réunion anticipée. Et on va refaire ce processus. Soit ils arrivent avec une proposition qui a priori convient et c'est voté assez rapidement, soit il se peut qu'il y ait encore un processus d'amélioration. Et si on n'arrive pas à obtenir le consentement à l'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, on peut faire un vote à 66%, aux 2/3, quoi. Ok, super, c'est clair, merci. Et il y avait une question sur pendant l'attente de la signature, qui a duré quand même 1 an et demi, qu'est-ce qui est devenu le collectif? Est-ce qu'il y avait des rencontres, des échanges assez fréquents? Quelle était la planification de la suite? Est-ce qu'il y avait une organisation d'action, etc., etc. Eh bien, en fait, on a utilisé cette période à très bon escient, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de sujets à traiter avant de signer. Et c'est pas plus mal qu'on ait eu un délai comme ça. Il y a tellement de choses à penser et à clarifier niveau juridique, financier, montage de projet, chercher des partenaires, chercher des architectes, des prestataires. Et on a utilisé cette période, alors déjà pour faire plein de trucs plutôt marrants, parce que ça, c'est la phase pas très drôle, hein, mais faire du jus de pomme, boire des coups, faire du fauchage à l'ancienne, enfin faire plein de choses marrantes aussi, quoi. Et ça nous a permis de consolider le groupe, les membres fondateurs et puis les gens autour, qui gravitaient autour. Et finalement, quand on est arrivé un an et demi après, on était vachement plus solide et beaucoup plus mûr pour passer à l'étape suivante. Bah, je trouve. C'était peut-être pas très clair quand je l'ai dit, mais on se fait accompagner une fois par mois par une formatrice, facilitatrice et médiatrice en CNV. Donc une réunion de 3 heures où toutes les personnes qui peuvent être là en fonction de leur activité viennent. Et c'est vraiment un endroit où on n'a pas commencé ça dès le début. S'il y a bien une recommandation, autant
Je dis, si vous voulez pas vous inspirer, ne vous inspirez pas, mais se faire accompagner par une personne extérieure et formée, ça serait la recommandation sur laquelle je dirais c'est difficile de transiger. Et ne pas attendre que ça aille mal pour le faire. En fait, il n'y a rien de pire que se dire « Oula, ça va mal, on se fait une réunion avec cette personne-là ». Parce que c'est pathogène, en fait. On sait qu'on va se mettre sur la gueule, enfin, en tout cas, on va se dire des choses qui ne vont pas en allant à cette réunion. Donc, ouais, c'est bien de faire des trucs marrants et puis de se faire accompagner. Ok, on prend bonne note. Il y a une petite question, je pense que vous y avez répondu après, qui était sur le budget. Donc, quel était votre budget pour le projet, lieu, travaux pour l'habitat et activités? Donc, je pense qu'on avait le détail. Je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus. Non, il n'y a pas tout, en fait. Si on prend le budget global avec la ferme, avec le terrain, les habitats, tout ce qu'on veut faire, les travaux, on est sur un budget, pour faire simple, entre 1,5 million et 2 millions selon ce qu'on compte d'euros. Mais pour rappel, il y a une bonne tranche qu'on paye sur 30 ans. Ok, ça marche. Petite question qui fâche. Que se passe-t-il si j'achète un titre participatif et que, heureusement, et je ne vous le souhaite pas, vos prévisions économiques ne seraient... Ah, on t'entend plus. Excusez-moi. Donc, je disais, oui, qu'est-ce qui se passe si j'achète un titre participatif et que vos prévisions économiques ne se réalisent pas et que vous êtes dans l'incapacité de rembourser? Quelle garantie si vous vous passez de banque et, je suppose, d'assurance associée? Très bonne question. Alors, l'intérêt du titre participatif, c'est que c'est du quasi-capital. Donc déjà, c'est remboursé avant tout le capital. Donc on voit qu'il y a, alors à l'heure actuelle, il doit y avoir un peu plus de, il doit y avoir 150 000 euros de capital qui vont arriver avec les dernières infos que j'ai, peut-être même un peu plus. Donc déjà, les titres participatifs, c'est du prêt, c'est remboursé avant, c'est remboursé après l'État. Par contre, l'État se sert toujours en premier en cas de difficulté au sein d'une entreprise. Donc tout ce qui est salaire, cotisation sociale, tous ces trucs-là, on les paye d'abord. Ensuite, il y a les fournisseurs qui sont payés, si je ne dis pas de bêtises, les intervenants, les gens qui font de la construction. Ensuite, du coup, les gens qui prêtent. Et enfin, le capital. Il y a plusieurs trucs. L'avantage, c'est que c'est pas une société, c'est pas une start-up qui se base que sur du service, c'est qu'il y a du foncier derrière. Que le foncier, il a été estimé par des agences et par le notaire pour faire la vente. Donc on sait que le foncier vaut au moins, sinon plus, que ce qu'on achète. Déjà là, avant travaux. Ce qui veut dire que dans le pire des cas, si l'entreprise en venait à faire faillite et qu'on dû se vendre le bien, on retirera davantage d'argent que ce qui a été mis à l'intérieur. À moins que l'immobilier se casse la gueule. Et là, je dirais que c'est vraiment l'endroit où je ne suis pas expert en immobilier, mais généralement, s'il y a un truc qui tient, c'est quand même ça. Sachant qu'on est à 10 minutes de la Ria d'Etel en vélo. Pour ceux qui connaissent, c'est un mini-golf du Morbihan. La moindre baraque se vend, quand on est sur la Ria, 1 million d'euros. Qu'on est à moins de 15 minutes de la gare TGV d'Auray. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je viens à Paris, je suis à moins de 3 heures en porte-à-porte. Je suis à Montparnasse en moins de 3 heures. Du coup, il y a peu d'inquiétude là-dedans. Par contre, que ça soit très clair, le fait que ça soit une société coopérative et du coup du monde de l'ESS, il n'y aura pas de plus-value pour les gens qui ont du capital. C'est-à-dire que si jamais, et c'est plutôt ça qui se passerait si jamais on doit revendre le bien, le bénéfice est reversé soit à une entreprise de l'ESS, soit à un réseau de l'ESS. Donc c'est clairement pas, si vous avez mis de l'argent et vous espérez faire une plus-value à la revente de votre capital, ça marche pas comme ça. Et nous, on n'est pas parti là-dedans. C'est-à-dire que nous-mêmes, on accepte que même s'il y a une plus-value de folie à la sortie, on n'en profitera pas. Donc je dirais que ça, c'est la première garantie. La deuxième, c'est que c'est Anne-Marie, donc une personne qui est engagée
corps et âme dans l'écologie, qui nous fait la première banque, et que s'il y a des difficultés, elle nous a dit qu'elle nous ferait des facilités de paiement. Et sachant qu'on paye sur 30 ans, du coup, c'est hyper sécurisant. Voilà. Et après, le risque zéro, il n'existe pas. Mais je pense avoir répondu au mieux de ce que j'avais. La personne peut reposer sa question aussi en direct si jamais. C'est plutôt rassurant. On a un petit commentaire. Donc, super projet qui donne envie de vous rejoindre. D'ailleurs, êtes-vous en recherche d'habitants ou êtes-vous déjà au complet? Les habitants, c'est complet. Ok, ça marche. À ce propos, j'avais une petite question de mon côté. Est-ce que dans le futur, c'est possible de venir visiter l'éco-village, participer à des formations ou autres? Alors, c'est tout à fait bon. Là, évidemment, on a tout mis en pause pour les visites, mais c'est tout à fait possible de venir visiter. Alors, on l'a bien indiqué sur nos espaces que c'est sur réservation. Il y a des moments donnés où on fait des visites de la ferme avec des personnes qui sont inscrites. Comme ça, on peut découvrir le pourtour du village, mais on ne peut pas rentrer au cœur du village puisque, comme n'importe où, c'est un lieu d'habitation. C'est une sphère privée. Par contre, il y a quand même vachement de choses à voir autour, et puis surtout, c'est l'occasion de discuter avec toutes les personnes que ça intéresse. On fait ça sur réservation, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail. Je pense que ça reprendra, mais là, ça sera en 2021, vu le contexte sanitaire, quoi. Peut-être au printemps prochain. Je donne une précision sur l'habitat. On a énormément de gens qui posent cette question-là. Très franchement, moi, j'adorerais qu'il y ait d'autres projets qui se montent juste à côté. Il y a d'autres terres agricoles. Il y a des fois des logements qui sont louables juste à proximité ou achetables. S'il y a des gens dans la même dynamique qui ont envie de venir s'installer, qui ont des idées d'activités, qui peuvent porter un projet au sein des structures. Nous, on s'est allé casser le cul, c'était ça, et je n'avais pas trouvé d'équivalent, à monter des structures juridiques qui peuvent intégrer des activités qui ont les mêmes valeurs, en tout cas que le projet. Donc, s'il y a des gens qui veulent se poser à côté, qui peuvent monter un projet et le porter en autonomie, mais super, voire même à faire leur truc juste à côté et qui puissent nous inspirer, qui s'inspirent ou pas de ce qu'on a fait, mais qu'on puisse échanger, se dire « Ah ouais, mais attends, moi, on a trouvé ce truc-là, ça marche vachement bien », ça créerait une dynamique supplémentaire sur le territoire qui serait géniale. Donc, et il y a beaucoup de monde. N'hésitez pas à regarder la carte Transiscope. Transiscope, il y a énormément de lieux aussi qui se montent, qui cherchent. Sur la carte des oasis aussi, habitat participatif. Vraiment, si vous baladez sur le net, il y a plein de gens qui fédèrent des petits groupes comme ça. Ok, bon, l'appel est lancé. On a une petite question. Comment on rentre et comment on peut sortir du tiers-lieu par rapport à votre gouvernance? Alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est comment on rentre sur le lieu, comment on rentre dans le projet peut-être, ouais. Plutôt par rapport à la gouvernance, donc plutôt dans le projet. Ouais, alors donc on en a parlé un petit peu au début du live. Évidemment, c'est une des premières choses à penser, c'est comment on gère les entrées-sorties dans un projet collectif en fait de manière générale. Et donc nous on a fait ce qu'on appelle, ça dépend ce que veut faire la personne, mais si c'est vraiment rentrer dans le conseil d'administration de la société, c'est-à-dire qu'il faut déjà prendre du capital et ensuite faire le parcours d'intégration qu'on a fait. C'est approximativement 6 mois ou moins ou plus en fonction de la personne pour voir si vraiment ce qu'on fait, ça l'intéresse, si elle se sent bien dans ce projet, si ça colle pas du tout. Enfin, c'est pour être sûr de l'accueil qu'on peut lui donner, quoi. C'est pour les deux personnes. C'est avantageux pour les deux. Et puis, ça sécurise le collectif, ça sécurise l'entreprise et ça sécurise la personne. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Alors, on avait une question d'une personne qui avait raté le début de la conférence. Alors, vu qu'on n'a pas d'autres questions actuellement, j'en profite pour la poser. Et comme ça, vous pourrez peut-être apporter plus d'éléments dessus. C'était, vous avez beaucoup de compétences dans votre collectif. Comment le collectif s'est-il formé? Cherchiez-vous des compétences particulières pour un projet précis que vous aviez en tête? Ou bien ce sont les personnes rencontrées qui ont dessiné le projet?
Bon, alors, il y a plein de questions. La toute première, c'était quoi déjà? Alors, je vais peut-être les poser une par une du coup. Donc, vous avez effectivement donc, beaucoup de compétences dans votre collectif. Comment le collectif s'est formé? En fait, c'est une grosse question en une. C'est est-ce que vous avez formé un peu le collectif en fonction des compétences que vous recherchez chez les gens ou est-ce que c'est les personnes rencontrées qui ont dessiné le projet? Moi, je répondrais bien avec une maxime qu'on sort souvent, c'est les personnes présentes sont les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Et ça a vraiment porté le projet depuis le début à pas se dire ah, celui-là, il est pas là ou celle-là, elle est pas là ou ah, c'est pas avec lui que j'ai envie de bosser. Ça a été ah ouais, en fait, les personnes déterminées, déjà, c'est les bonnes personnes, quoi. Et du coup, il n'y a pas eu de recherche de compétences particulières, mais il s'avère que c'est vrai qu'on a tous 2, 3, 4 compétences. Si je prends Fange, tous les dessins que vous verrez sur le site ou que vous avez vu ce soir, sauf le dernier, c'est lui qui les fait. Il est infirmier aussi. Enfin, tu me dis hein, si je révèle trop de ta vie. Bon, vas-y, il n'y a pas de souci. On est, je dirais, la moitié du collectif à être issu d'études supérieures, donc à se comprendre sur la question du sur le montage de projet, vraiment dans le détail, le plan de financement, le juridique, ce qui ne veut pas dire que les autres personnes s'y sont pas mises, mais en tout cas, cette vision-là, portage de projet, Julien, qui est le maraîcher principal, le maraîcher de la ferme, en fait, lui, c'est un ancien ingénieur de centrale Supélec, justement, qui bossait en tant que chef de projet R&D sur du recyclage dans le bâtiment. Donc, déjà, cette partie-là a été portée. Il y a eu des gens qui venaient beaucoup plus du monde de la débrouille, l'autonomie. Je pense à quelqu'un qui a vécu ses 15 premières années sur un bateau. Voilà, ça amène forcément des idées pour faire avec ce qu'on a sur place. Des gens qui ont été vachement autodidactes sur la construction. Il y a quelqu'un qui a construit 2 de ses habitats déjà successifs. Donc voilà, il y avait beaucoup de compétences. Je dirais le point de finesse, c'est comment est-ce qu'on fait pour converger sur la compréhension de comment on monte le projet. Mais il n'y a pas eu de recherche de compétences particulières. Et c'est ce que j'expliquais sur l'arbre à produits, sur la slide de l'arbre à produits, c'est que là où il n'y avait pas la personne qui pouvait porter ça, soit on allait chercher une compétence extérieure. Et ça fait partie des forces aussi de savoir dire, en fait, là, je ne sais pas faire ou je ne sais pas faire correctement. Et l'autre truc, ça a été de savoir couper la branche où on ne savait pas faire, où on n'avait pas les compétences, quoi. Et je dirais juste pour terminer, on avait les compétences qu'on n'a pas, on a missionné des personnes, soit des gens qu'on a rencontrés, soit des proches, soit des prestataires, soit des extérieurs. Par exemple, je pense simplement à écrire les statuts de la société, en fait, tout ce qui est du juridique, l'expert comptable. Enfin, on s'est mis d'accord ensemble, on a missionné des personnes pour faire ces choses-là. Ça, on n'avait pas les compétences dans notre collectif pour le faire, si c'est ça que vous voulez dire. Ok, ouais, je pense que vous avez répondu à sa question. À la fin de la présentation, vous avez parlé du nombre d'habitants final, mais de combien de membres fondateurs était composé le collectif? Alors, au tout début, ça a commencé à 6. En fait, je ne sais pas si pour les personnes qui n'étaient pas là au début, ça a été des réunions successives et ce n'était pas toujours les mêmes personnes. Et c'était régulièrement 30 personnes, mais pas les mêmes. Et en fait, il y en avait 6 qui étaient là tout le temps et qui, à un moment, se sont autoproclamés cellules souches de démarrage. Parce qu'il fallait, en fait, c'était trop usant, en fait, d'avoir du passage en permanence. Il y a une personne qui est rentrée et il y a une personne qui est sortie suite à… Alors, les processus de sortie n'étaient pas encore très clairs à ce moment-là. Donc, ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, la personne n'arrivait pas à suivre. Donc, il y a eu une sorte d'exclusion. Et là, aujourd'hui, on est 8, bientôt 9 et peut-être 10 dans les cofondateurs. Ok, très clair. On a fini avec les questions. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux qui arrivent. Si vous voulez en poser, on a encore 5 minutes.
J'aurais peut-être Allez. rajouté un conseil pour les personnes qui hésitent à s'engager. Il y a une vidéo qui est sortie cet été avec Isabelle Padovani. Isabelle Padovani qui est formatrice en communication non violente et qui s'appelle Démasquer les mécanismes de la violence. C'est en échange direct avec avec le hameau des Buis, la fille de Pierre Rabhi, Sophie, je crois, Rabhi. Ça dure 2 heures, mais je dirais qu'avant de s'engager, surtout si vous rejoignez le projet que quelqu'un d'autre a conçu, ça met des points de vigilance, pas forcément négatifs, mais en tout cas de conscience sur ce que c'est aussi que de monter un projet collectif. Moi, c'est absolument génial. Hein. Moi, je reviendrai jamais sur il y a 4 ans avant ce démarrage. Ça demande par contre aussi de l'engagement. Il y a un endroit où voilà, il y a des collectifs. Ça fait 8 ans qu'ils travaillent ensemble. C'est essentiellement des retraités du coup sur des durées comme ça pour monter un projet. Ça demande voilà une sorte de détermination dans la durée pour voir des trucs qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Et l'autre truc, c'est qu'il faut accepter de ne pas tout savoir au démarrage. Ok, bah super, merci de ce conseil. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin à rajouter, peut-être Fanche? Eh ben, j'espère que la présentation a été assez claire. C'est vrai que le projet est assez volumineux, il y a beaucoup de choses. Et ce que j'aimerais bien dire pour finir, c'est que c'est vraiment un projet d'accueil, c'est vraiment un projet qui peut plaire à tout le monde, qui mobilise tout le monde, et tout le monde peut en sortir quelque chose de bénéfique. De loin ou de près, il y aura quelque chose à venir voir chez nous en tout cas. Super, bah merci Fanche. Avant de finir, j'aimerais juste revenir et dire quelques mots sur la base, parce qu'il y a eu un petit souci de son au début de ma présentation. Du coup, je pense que personne n'a entendu la présentation et c'est assez important. Juste brièvement, du coup, la base, donc c'est un bar associatif qui a été créé en mars 2019, en partant du constat qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à s'engager. Et donc, c'est né pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Donc, la base s'est fixé plusieurs objectifs qui sont remplis par les 2 espaces, qui sont le rez-de-chaussée avec le bar, qui organise des événements gratuits et accessibles à tous toute la semaine, et qui sont faits pour sensibiliser, former et informer les acteurs de demain. Et aux étages, il y a des espaces de coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage qui sont destinés aux différentes associations et acteurs du mouvement pour le climat et la justice sociale, qui permettent de créer du lien et de la synergie entre eux. Par contre, en ce moment, le bar est fermé, comme vous le savez. Du coup, la base perd 40% de ses revenus. Du coup, nous aussi, on fait un petit appel à l'aide parce que d'habitude, vous pouvez venir prendre une bière pendant l'événement pour nous aider, mais en ce moment, c'est pas possible. Du coup, on a mis en place un petit appel aux dons sur labase.paris/dons. Donc voilà, vous pouvez nous donner par exemple l'équivalent de la boisson que vous auriez pris ce soir ou plus si vous voulez, on en serait très heureux. Voilà, merci de votre soutien et merci encore à Fanche et Ludovic d'être venus pour nous parler de leur projet de main en main. Merci à Hervé pour la réalisation, à Agathe pour la modération Facebook. Et ce live reste visionnable sur Facebook, donc n'hésitez pas à le partager et à le revoir. Vous pouvez, comme on le disait, participer à prix libre ou participer aussi à l'appel aux dons de Ludovic et Fanche. Voilà, rendez-vous mercredi prochain, le 18 novembre, aux mêmes heures, pour l'événement Un autre avenir est-il possible pour la faune sauvage, qui sera animé par Sergio Lopez, le fondateur de Wildlife Angel. Bonne soirée!